18h à Kinshasa, à 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exécution forcée en droit congolais. Ça sera avec maître Guilain Tampo, juriste. Entreprises publiques, pourquoi les cumuls? Qu'est-ce qui se passe au niveau de certaines entreprises publiques, au niveau des l'OCC, au niveau des logés-frais, avec M. Pascal Ouandje, d'ailleurs qui sera notre premier invité. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Le sommet de BRICS a accueilli ce jeudi 6 nouveaux membres parmi lesquels des pays africains tels que l'Éthiopie et l'Égypte. Réunis à Johannesburg, ce bloc qui produit les quarts de la richesse du globe, ce groupe de 5 grimpe en influence sur la scène mondiale. La République démocratique du Congo, elle, a été représentée par son Premier ministre et des regrets se sont fait ressentir du côté des invités congolais indépendants. En sport éliminatoire CAN 2023, la liste de 27 léopards convoqués pour affronter le Soudan a été publiée ce jeudi par le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, lors d'une conférence de presse. La RDC va effectuer un petit stage où elle va rencontrer l'Afrique du Sud le 12 septembre à Johannesburg pour ce dernier match des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 prévu en 2024. Le technicien français a fait appel à 27 joueurs, dont un nouveau Charles Piquel. Dans l'actualité panafricaine, hostile à toute intervention militaire au Niger, l'Algérie poursuit ses efforts de médiation avec l'envoi ce jeudi de son numéro 2 de la diplomatie. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a rencontré le Premier ministre récemment nommé par les autorités du Niger. Ces déplacements constituent une étape supplémentaire dans les efforts inlassables et continus déployés par l'Algérie pour contribuer à une solution pacifique à la crise au Niger. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir avec Arlette Boutella. Dans un instant, ne nous quittez pas, à rester en compagnie de Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci beaucoup à vous, Bédrine Kenge. Tout de suite, nous allons recevoir M. Pascal Ouandje pour parler des entreprises publiques. Voilà, les entreprises publiques, on a suivi des nominations par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cependant, l'on constate un certain dysfonctionnement entre le comité d'administration ainsi que la direction générale dans certaines entreprises et dans d'autres, on constate les cumuls des fonctions. Nous allons essayer d'analyser ces thématiques avec M. Pascal Ouandje. Bienvenue.
Merci pasteur, moi je vais vous appeler comme ça, entre confrères. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que nous saurons faire la gymnastique pour analyser cette thématique si importante qui concerne le fonctionnement de nos sociétés, des entreprises, parce que si elles fonctionnent normalement, la conséquence est réelle, c'est nous qui allons nous retrouver. S'il y a dysfonctionnement, alors il faut imaginer comment nous allons souffrir. Donc le souhait est que ces sociétés d'État fonctionnent normalement. Et voilà, on est là pour donner un point de vue pour que ça... Est-ce qu'il y a un problème au niveau des castings du chef de l'État ou il y a un problème tout simplement peut-être de la méconnaissance des textes? Non, je crois qu'il y a un problème d'homme en même temps. Et l'homme congolais, à ce jour, je ne sais pas aussi trop généraliser, mais en tout cas, il y a une bonne fourchette qui ne mérite pas, en tout cas, occuper certaines fonctions d'État. Le cas, par exemple, de l'Ogefrem, parce que vous avez évoqué cette question-là, là, c'est un problème de sélection. N'est-ce pas, si il est lui-même DG, il est lui-même administrateur. Oui, là, c'est une difficulté parce qu'on ne peut pas envoyer une seule personne à plusieurs endroits, comme si on manquait d'autres cerveaux pour servir l'État. Et alors, à ce moment-là, je ne sais pas comment on a pu proposer cela au chef de l'État, mais ce n'est pas tard de pouvoir revoir rapidement pour corriger les choses. Mais là, est-ce que les services du chef de l'État fonctionnent? Est-ce qu'il n'y a pas une défaillance de ce côté-là? Parce que quand on vous propose les noms des nominés, vous devez certainement étudier chaque nom, savoir est-ce qu'il a été repris, est-ce qu'il y a des fictifs, il y a des personnes mortes ou des personnes vivantes, tout ça. Oui, effectivement, c'est dans la composition de l'équipe qu'on doit faire ce travail, ce n'est pas au chef de l'État de faire ce travail. Vous allez vous en souvenir, à l'époque de Joseph Kabila à son temps, on avait même vu sur l'ordonnance un décédé. Le débat était engagé à l'Assemblée nationale. À l'époque, c'était Gizenga qui était Premier ministre. Et donc, ce n'est pas le problème du président de la République, parce que lorsqu'on l'amène le dossier sur la table, il suppose qu'il a été, en tout cas, bien traité par ses collaborateurs. Alors, c'est normal qu'il appose la signature. Donc moi je pense ici, c'est les collaborateurs. La preuve, c'est que vous voyez comment Nombré quitte maintenant la présidence, dans quelles conditions, parfois d'une manière très honteuse, simplement parce qu'ils n'ont pas été appelés à pouvoir occuper de telles fonctions. Malheureusement, ils sont allés jusqu'au sommet de l'État. Et aussi à certaines entreprises où c'est le ministre des tutelles qui a une mise là, avec les directeurs généraux. Et les directeurs généraux se permettent d'être tout puissants. Dans certaines entreprises, il y a des gens qui citeraient, par exemple, l'OCC et tant d'autres. On trouve que le directeur général est très puissant que les autres administrateurs. Le cas de l'OCC interpelle parce que c'est directement le ministre aussi qui est cité, Jean-Lucien Boussa, que je salue ici, qui a trop parlé. Je pense qu'il doit imprimer la différence à travers les actes qu'il prend. Mais c'est quoi le problème en réalité à l'OCC? C'est que il y a eu d'abord un premier conseil d'administration qui a été organisé. Vous savez, le conseil d'administration composé du président du conseil, des administrateurs, le directeur général et le directeur général adjoint également font partie du conseil d'administration. Ils organisent le premier conseil le 14 juillet 2023. Et lors de ce conseil, on a eu certains paramètres qu'on a appréciés pour la mise en place. La mise en place des directeurs de province, la mise en place des chefs de département, la mise en place des chefs d'antenne. Et parmi les griefs, je prends par exemple le cas de Kinshasa, il y a certains matériels que l'Union européenne avait fait un don pour le laboratoire, mais ce matériel n'a jamais été utilisé à bon escient par les responsables de ce département, et finalement, le matériel est tombé obsolète. Alors, lors du conseil, on a évalué la question, on avait estimé que de telles personnes ne peuvent pas occuper des fonctions, il fallait maintenant les faire déplacer. On va au Congo central et on va constater qu'il y a des conteneurs qui entraient jusqu'à Kinshasa sans être contrôlés, sans être ouverts. Imaginez, pasteur, lorsqu'il s'agit de l'OCC, c'est dangereux pour la population. Et voilà pourquoi, lors du conseil, en tenant compte de ces paramètres, on va faire une mise en place que moi je qualifie intelligente. Et dommage. Avec tous les comités d'administration. Avec tout le comité d'administration, tout le monde était là. Et finalement, c'est le PCA qui va se déplacer. Je comprends parce que c'est un politique. Généralement, les PCA sont des politiques. Ils se déplacent à Ilebo pour déposer sa candidature. Pendant qu'il va en déplacement, et pourtant, après le premier conseil, juste après la tenue du premier conseil, le PV a été dressé, on a envoyé au ministre, qui a apprécié, il n'y avait pas de problème. Et j'imagine, c'est lui, le ministre,
qui a autorisé que le PCA fasse le déplacement. Aussitôt qu'il fait le déplacement, on instruit maintenant aux autres qui sont restés de pouvoir tenir le conseil. Or, quand le PCA s'est déplacé, il avait laissé l'intérim à une dame, une administratrice, enfin si on veut l'appeler administrateur aussi, c'est pas mauvais, et on instruit qu'elle tienne, qu'elle convoque le conseil. Mais vous savez, lorsqu'on expédie les affaires courantes, le pouvoir est limité. La dame a estimé que ce n'est pas sa compétence. Comment on peut faire des choses à l'insu du PCA qui n'est pas à l'extérieur du pays et pourtant il est à l'intérieur du pays, on peut l'appeler, il peut revenir rapidement. Parce que la dame n'a pas consenti. Alors maintenant, il fallait influencer d'autres. On va organiser son conseil. On l'a imposé de venir participer au conseil. Elle est allée participer au conseil. Le 26, qu'on va organiser son deuxième conseil là. Et le 27, le PCA était déjà ici. Il rentre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le 26, on tient le conseil. Le même 26, il faut un PV. Notamment, on va commencer maintenant à rédiger les actes de notification. Et pourtant, à l'insu du PCA. À l'insu du PCA, et pourtant il est arrivé le 27. Et dans ces actes-là, vous ne verrez pas la signature de la dame qui expédiait les affaires courantes parce qu'elle a refusé. On n'a pas scellé, il n'y a pas de sceau. Et voilà, on a délivré des actes comme ça. Voilà pourquoi moi je dis. Quand les syndicalistes m'ont saisi, ils ont déploré d'abord le manque de la maîtrise de l'administration. On revient à la problématique comme nous l'avons évoqué, par les gestionnaires au quotidien c'est impensable directeur général. Dans cette mise en place en question, on trouve des gens qui auront la retraite probablement à la fin de cette année, occupent des fonctions maintenant, et alors que dans la société, il y a des responsables, des têtes pensantes qui n'ont pas de fonctions, ils sont dans les couloirs. Mais comment alors des gens qui sortent bientôt en retraite, vous les confiez des responsabilités? Et le troisième grief, c'est que on ne peut pas comprendre qu'on a eu le premier conseil qui a été réfléchi intelligemment avec la participation de tout le monde. Et finalement, on ne respecte pas les actes de ce premier conseil, mais on va maintenant au deuxième conseil parce que selon les syndicalistes, ils ont reçu une certaine influence conditionnée par le ministre pour que cela soit organisé. Alors, moi je propose, parce que les syndicalistes m'ont dit, ils ont saisi et le Premier ministre et la présidence, et les documents sont restés, alors qu'il est plus intelligent pour avoir un bon climat de la société à son jour. D'abord pour le PCA lui-même, de pouvoir convoquer notre conseil. Le PCA? Oui, pouvoir convoquer notre conseil. Est-ce qu'il a une même mise sur le conseil d'administration? Mais c'est lui le président du conseil. Oui, mais parce que si il est là, toutes les décisions ou toutes les réunions ont été tenues à son insu, c'est qu'à un certain temps, il a perdu même mise sur le conseil d'administration. Nous ne devons pas encourager cela, nous devons décourager, nous devons dire au ministre, lui est politique qui gère le cabinet. Ceux qui sont dans la technicité pour gérer la société, ils doivent gérer la société. Ils doivent avoir des mains libres. Alors, parce qu'il y a cette cacophonie qui crée malheureusement un mauvais climat social au sein de la société, je crois qu'il est de bonne intelligence de la part du président du conseil d'administration de convoquer un conseil, maintenant apprécier si on veut intégrer certains éléments du deuxième conseil que je trouve de manière irrégulière qu'elle a été convoquée. Le premier conseil, ces résolutions sont là et on établit les actes de notification, ça ne va pas traîner, je crois. 1-2 jours, on aura terminé et à ce moment-là, on va ramener la paix. Mais laisser les choses dans ces conditions, je crois que ça crée un déséquilibre, je veux le dire. D'ailleurs, c'est un dysfonctionnement d'un côté entre le président du conseil d'administration et... Il est de quel parti politique? Je ne connais pas trop son parti politique. Alors, il s'appelle Ndambo Fortuna. Vous ne voyez pas que... Voilà. Mais je dois rappeler ici que c'est un ancien syndicaliste de l'OCC. Je m'en souviens à l'époque, je couvrais les activités là-bas. On est en train de constater dans beaucoup d'entreprises, il y a cette guerre-là. Oui. Peut-être si le PCA est de l'UDPS, le DG serait peut-être de la FDC, et cette guerre continue. On ne sait pas, peut-être est-ce que... Bon, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait ces bras de fer inutiles pendant ce temps? Vraiment, ça c'est un concept qui convient. Inutile. Inutile parce que lorsque le travail a déjà été fait, la moindre des choses était de notifier parce que tout le monde a consenti, tout le monde a été d'accord. Il cacherait quoi? Vous imaginez, pasteur, à quelques jours des élections, vous savez, à chaque fois lorsqu'on parle de l'insécurité à Kinshasa,
la porte dangereuse, c'est celle de Matadi. Vous allez vous en souvenir, à 98, quand le M23, enfin, qu'est-ce que je dis, quand les Rwandais sont entrés jusqu'à Kinshasa ici, ils sont passés par là. Alors, si on ne sait pas sécuriser, si on a des agents qui facilitent l'entrée de matériel de l'OCC non contrôlé, mais c'est très dangereux en cette période. Et alors, lorsque le comité, sinon le conseil, a réfléchi de manière délibérée, de manière consensuelle, de manière engagée sur une telle question, je pense que ce sont des résolutions qu'on devrait d'abord prendre au sérieux. On ne peut pas, peut-être parce que mon frère, on ne l'a pas mis quelque part, et moi j'ai l'autorité politique, je vous oriente pour que les choses se fassent autrement. C'est là le problème. Et voilà pourquoi il est bon, il est intelligent ce jour, pour calmer la tension. Je vous rassure qu'il y a la tension, parce que quand vous échangez avec les syndicalistes, vous allez ressentir cette tension. Pour calmer la tension, il est bon aujourd'hui de revenir, n'est-ce pas, premiers actes du premier conseil, pour que les agents se calment. Voilà, pour que les agents se calment. Alors, vous ne voyez pas que cette situation risque certainement d'envenimer les climats de travail au niveau, au sein de cette entreprise. Mais effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas loin de chez vous ici, question de traverser juste sur le boulevard, vous arrivez à la direction générale, vous jaugez le climat, vous échangez avec les agents et vous allez sentir ça. Ils sont mécontents. La crainte maintenant, parce qu'il y a un certain dysfonctionnement, les agents commencent à avoir peur que d'ici quelques temps, on risque de connaître des impaiements, des arriérés. Vous savez, il y a eu un moment à l'OCC, des grèves, des sit-ins, des manifestations de temps en temps, pratiquement chaque jour, on partait couvrir. Mais les efforts ont été fournis. Aujourd'hui, il y a un peu de la calmie. On ne peut pas les ramener à ce temps où ils s'agitaient parce que simplement, on ne sait pas les prendre en charge normalement. Il y a des mises en place qui posent des problèmes, en toute réalité. Des mises en place au niveau de l'ECC. Justement, qui posent des problèmes. Et qu'il y aurait même certaines irrégularités qui sont contestées là par les agents. Oui, mais c'est contesté. Et si vous voulez comprendre le climat de la société, il faut échanger avec les syndicalistes. Ils vous disent, mais comment? Qu'il ait la peine qu'il intègre la société, on l'envoie à tel endroit. Ah, mais comment ça? Et pourtant, il y a des fonctions chez eux qu'on appelle les fondés de pouvoir, les sous-directeurs, ils sont là, tout ça. Mais ils n'occupent pas de telles fonctions. Mais à peine qu'il vient aujourd'hui, comment il peut? Ils vous disent des choses. C'est pas trop politisé là. Mais c'est trop politisé. Politisé en même temps, parce que vous savez, je dénonce de temps en temps qu'il ne faudrait pas qu'on nomme dans nos entreprises et les politiques. Il faut les expérimenter, ceux qui ont l'expertise technique dans le domaine, on peut les envoyer. Mais lorsque vous prenez Pascal qui est président d'un parti politique, Pascal qui est tel, vous l'envoyez comme directeur général, mais je veux faire la politique là-bas. Envoyez-moi conseil d'administration, envoyez-moi administrateur. Et là, c'est normal parce que c'est la boîte de politique. Mais si vous m'envoyez directeur général adjoint, je ferai la politique. Alors, pour dépolitiser nos secteurs, nos sociétés, nos entreprises, nous devons tenir compte de cet aspect. Vous verrez que même la manière de gérer ne sera pas de la même. Alors que le président, vous l'avez bien dit, parce que d'un côté, il y a le ministre qui est président d'un parti politique, j'imagine, qui voudrait mettre aussi, ne partage pas l'aspiration politique fondamentalement avec l'équipe du Conseil. Et là, il peut voir des choses autrement et chercher maintenant des crocs à jambe. Alors, des crocs à jambe, la situation telle qu'elle est présentée aujourd'hui au niveau de l'OCC, où il y a ces bras de fer entre le DG ainsi que le PCA, c'est quoi les vœux maintenant des syndicalistes? Soit qu'on change l'équipe, la direction générale. Ah, mais ils sont allés jusque-là, parce que lorsqu'ils ont saisi la primature, ils ont saisi la présidence, mais je crois qu'ils ont articulé de cette manière-là. Et si leurs ententes ne sont pas rencontrées, il y a danger que les ordonnances subissent un choc à partir de la hiérarchie. Et donc, moi, je pense pour eux, le premier souhait, c'est qu'on revienne aux premiers actes du Conseil tenu le 14 juillet 2023, qu'on notifie les gens, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça c'est un. Des deux, qu'on revoie dans ces actes
la nomination, surtout de ceux qui, dans quelques jours, iront en retraite, ce n'est pas important, alors que les têtes actives de la société sont encore là, nombreuses, n'ont pas encore de fonctions. Il faut plutôt les envoyer pour gérer les antennes de la société à travers le pays et, en fait, tenir compte des compétences lorsqu'on donne des responsabilités. Ça, c'est les syndicalistes qui vous disent. Et voilà, moi je complète, je dis, il faut éviter ça parce qu'aujourd'hui il y a une tension. Pour calmer cette tension, en toute réalité, c'est mettre en cause pratiquement, ça c'est mon souhait, les résolutions du deuxième conseil. Un conseil qui a été convoqué dans l'irrégularité, parce que ne peut convoquer le conseil d'administration que le président du conseil d'administration. Au besoin, je ne sais pas si ça c'est permis, la personne qui lui a mandaté. Mais dans le cas d'espèce, l'intérim ayant des responsabilités limitées, comme lui n'avait pas donné son pouvoir à l'intérimaire, et je ne vois pas ce conseil être accepté comme tel parce qu'il a été convoqué dans l'irrégularité. Même les actes de notification qui sont élaborés, pendant que le PCA est là, la moindre des choses, c'est soumettre cela devant son appréciation. Mais on ne le fait pas parce que simplement, ils savent qu'il va bouder du fait qu'il n'a pas été associé dans la convocation. Alors maintenant, est-ce que pourquoi aussi il y a un problème? Tous ces politiques-là, tous ces PCA, les BIG, la plupart ce sont des candidats. Pourquoi une démission? Non mais PCA, le problème c'est qu'il faut revoir le gouvernement. La plupart des PCA sont députés nationaux, sont sénateurs, sont présidents d'un parti politique, ils cumulent comme ça et j'ai toujours plaidé pour qu'on change un peu. Aujourd'hui, on a vu, je crois c'est le décret du Premier ministre avec les ajustements des salaires. Alors, comment quelqu'un qui aura d'un côté en tant que PCA au moins 30 000 $ américains, de l'autre côté il est député national, il est sénateur. Non, il faut revoir. Donc cette donc, dimension... Donc il a 21 000, 31 000. Donc par mois, il a 50 000 par mois. C'est trop. C'est trop. Alors 2 mois, 100 000 et pour lui 4 mois, c'est une affaire de 200 000. Et voilà pourquoi je pense que malheureusement, la question, il faut encore la renvoyer à l'Assemblée nationale pour appréciation. C'est les mêmes qui ne voudront pas ouvrir cette boîte parce que ce sont eux qui sont envoyés PCA et administrateurs, ainsi de suite. Donc c'est une question qui est un peu compliquée, mais pour nous autres, il est souhaitable que lorsque vous êtes PCA, lorsque vous êtes administrateur, vous ne pouvez plus occuper d'autres fonctions. Soit vous partez, c'est comme lorsque vous êtes ministre, enfin vous êtes député, on vous nomme ministre, vous ne serez plus député. Normalement. Vous partez comme ministre, vous allez servir l'État, c'est simplement parce qu'ils se sont protégés entre eux. Lorsque vous ne serez plus ministre, vous pouvez retourner maintenant à l'Assemblée nationale. Ça allait être autant lorsqu'on vous nomme comme directeur général, lorsqu'on vous nomme comme PCA, lorsqu'on vous nomme comme administrateur. Parce que c'est la caisse qui vous paye, la caisse de l'État ne peut pas vous payer deux fois. Et pourtant les autres n'ont à peine que 1 000 francs, 2 000 francs. C'est un déséquilibre social, c'est pas normal. Déséquilibre social. Merci beaucoup. Mais il y a une question importante. Allez-y. Et ça, j'aimerais prochainement qu'on en parle, parce que je suis intervenu autant de fois sur la proposition en rapport avec le mandat, très précisément du président de la République. J'ai toujours souhaité qu'un président ait un seul mandat, mais de 10 ans. Mais ma proposition aujourd'hui est récupérée par les politiques, entre autres ici, Isidore et le parti de Sami Badiba. Mais la motivation, ils n'ont pas. Moi, ma motivation, c'était à quel niveau? Je dis, en Afrique, généralement, lorsqu'on est élu président pour 5 ans, on a la possibilité d'être réélu. Les cas qui n'ont pas rempli cette condition sont moindres. Alors, si c'est ainsi, c'est mieux qu'on donne 10 ans. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans le mandat de 5 ans, vous allez vous rendre compte dans le contexte de la République démocratique du Congo, nous perdons 2 ans de discussion. La première année, c'est pour les contestations électorales, et ainsi de suite. Et l'année passe. La dernière année, c'est la préparation des élections. Et celui qui est élu n'a le temps de travailler que pendant 3 ans. Or, si nous mettons 10 ans du coup, on aura perdu 2 ans et il aura au moins 8 ans de travail. Mais si nous gardons le mandat 5 ans, 5 ans, il a 10 ans, mais 5 ans, 5 ans, on aura perdu 4 ans et il n'aura travaillé que pendant 6 ans. Question d'apprécier qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser le temps, donner le temps à la personne qui est élue pour bien travailler. Voilà pourquoi j'ai proposé 10 ans. Aujourd'hui, que ce soit le professeur qui revient
qui parle des 9 ans, que ce soit le camp du parti politique de Sami Badibanga qui revient sur mes propositions de 10 ans, mais personne ne sait me citer. Et ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Il faut savoir dire que nous avons eu cette idée de la part de tel monsieur parce qu'il a fait de telles propositions. Mais mes arguments sont pertinents parce qu'en toute réalité, nous perdons beaucoup de temps. Quand vous regardez le temps du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vous allez vous rendre compte qu'il n'aura travaillé que pendant 3 ans. Les deux autres là, c'est dans des discussions parfois inutiles. Voilà. Et c'est parti comme ça. Voilà, ça c'est un débat. C'est un débat. Alors, les Congolais doivent certainement réfléchir par rapport à ça. Ça nécessite. Voilà, c'est beaucoup. Bon, il y a d'autres qui parleraient d'hommes, il y a un problème d'hommes, tout ça. Le problème d'hommes. Parce que si vous changez par exemple 10 ans, vous allez vous rendre compte que la personne va faire 8 ans, arriver à la 8e année ou bien 9e année, il change encore la constitution. Là, le mal. Donc ça va continuer, donc c'est compliqué. Là, le mal des Africains, oui. Mais on peut voir comment verrouiller définitivement pour qu'on ne touche pas à cela. Nous avons l'article 220 aujourd'hui qui verrouille le mandat. C'est pas les toucher. On a revisé la constitution en 2011 et vous avez suivi la chanson des opposants, c'est qu'ils ne touchent pas à mon 220. Donc il y a des articles verrouillés dans la constitution, il y a des articles souples. Mais si on peut prendre cette disposition comme une disposition qui ne peut pas être touchée, quelles que soient les conditions, et à ce moment-là... Et là, le président de la République fera 10 ans, plus de 5 ans, ça fait 15 ans. Non, je ne sais pas comment on va les choisir ou comment. Au moins, si vous avez le mandat de 10 ans, c'est carré, au bout de 10 ans, vous partez. C'est suffisant. Hein? C'est suffisant. Beaucoup. Vous gérez le pays pendant plus de 8 ans. Et vous aurez au moins 8 ans d'exercice normal pour réguler correctement les institutions, pour remettre le pays dans les rails et avancer. Et avec nous autres, là, vous voyez, pas longtemps, on avait le débat ici sur qui a été élu, qui n'a pas été élu, entre le président de la République et Martin Fayoulou, pas très longtemps, pasteur. Et bientôt, le même débat, maintenant, là, le même débat avait commencé. Le temps que nous avions eu à faire le travail pour l'intérêt de la nation, c'est lequel? Voilà, merci. Voilà, une bonne réflexion. En tout cas, merci. Merci. Donc, les débats est ouvert. Il est ouvert. Il est ouvert, il est intelligent. Voilà, il est intelligent. On attend les avis des uns et des autres sur ces débats. Nous allons parler cette fois-ci de l'état de droit, quid de l'exécution forcée dans certaines décisions. Tout de suite avec Guylain Tempo. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. Télé 50, simplement congolais. Guylain Tempo, il est juriste. Avec lui, on va parler de l'exécution forcée, état de droit. Monsieur Guylain, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Jean-David, et ça fait toujours plaisir d'être sur votre plateau. Voilà, merci aussi. Ça fait plaisir de vous avoir pour parler du droit, parler de l'exécution forcée et puis pour parler d'autres aspects judiciaires. Alors, on a suivi la fois dernière, on a mis dehors le bien de certains Congolais ou de certains compatriotes. Il y a un conflit entre Sofidé et Papa Sola. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Jean-David, puisque vous venez de relever la situation. C'est vrai, c'est une situation qui fait toller dans le média. Ça valait la peine que je sois aujourd'hui sur votre plateau, justement pour préciser.
Mais avant toute chose, permettez-moi de faire un aperçu panoramique de la SOFIDE. La SOFIDE est une société financière de développement qui est au service de l'économie nationale dans tous les secteurs productifs de la République démocratique du Congo. Vous allez voir la SOFIDE dans les secteurs agricoles, vous allez voir la SOFIDE dans les secteurs hôtellerie, artisanale, etc. Et elle a toujours apporté un appui financier aux opérateurs économiques qui sont initiateurs de projets d'investissement à impact visible au niveau de la collectivité. Alors, si vous avez vu les différentes images d'expulsion, il faudrait peut-être dire qu'il s'agit là d'une véritable expression effective de l'état de droit. Parce que dans un état de droit... Oui, mais ça c'est une humiliation. Comment vous pouvez humilier un lambda? On connaît qu'il a ses affaires ici en République démocratique du Congo, qu'il mène ses affaires en toute franchise et que le lendemain on parvenait à les déguerpir et toutes ces histoires. Imaginez si c'était pendant la période pluvieuse, tout ça allait être totalement trempé. Vous savez, monsieur Jean-David, il n'est pas possible qu'un Congolais, n'importe quelle personne de nationalité différente, peu importe son obédience ethnico-tribale, puisse occuper illégalement une propriété appartenant à l'État congolais ou bien une propriété appartenant à la société financière de développement qui est du reste détentrice d'un certificat d'enregistrement. Et d'ailleurs, il faudrait vous révéler, monsieur Jean-David, que la SOFIDE est une société du portefeuille de l'État congolais au regard de l'article 3 de la loi de 2008 sur la gestion du portefeuille. À ce titre, la SOFIDE pouvait faire usage de la puissance publique. Mais puisque le système judiciaire congolais est fondé sur le principe, notamment le principe de nul ne peut se faire justice à soi-même, c'est comme ça que la SOFIDE a renoncé à la puissance publique en tant que société de l'État, justement pour aller saisir de juridictions compétentes, à telle enseigne que ces juridictions arrivent à restaurer le droit de l'État congolais qui ont été empiétés. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est monsieur? Déjà, il faudrait préciser une chose, monsieur Jean-David. La SOFIDE est détentrice du certificat d'enregistrement de cette propriété-là. Et par conséquent, elle a saisi la juridiction compétente pour que la juridiction compétente expulse celui qui occupe illégalement sa parcelle. Si vous scrutez l'article 44 de la loi de 2015 sur les baux à loyer, vous allez vous rendre compte que le législateur congolais a incriminé l'occupation illégale. L'occupation illégale est une infraction en droit congolais. D'ailleurs, la SOFIDE se réserve le droit de pouvoir initier une action pénale contre les propriétaires gérants des établissements Papa Sola pour occupation illégale. Alors, est-ce que pour une petite histoire, monsieur Jean-David, la SOFIDE a octroyé le crédit aux établissements Papa Sola à hauteur de 329 000 $. Et comme garantie pour couvrir l'exécution de cet engagement, Papa Sola a donné son immeuble et a signé une datation en paiement qui stipulait que si, dans l'échéance convenue dans les contrats, je n'arrive pas à appuyer la créance de la SOFIDE, et donc la SOFIDE se fera payer par ma propriété. Après l'échéance, messieurs Papa Sola a fait preuve d'une insolvabilité ahurissante. C'est comme ça que la SOFIDE a activé la datation en paiement signée entre deux parties. C'est en 2021 que la SOFIDE a opéré la mutation établie par le conservateur de titres immobiliers. Et au travers de ces titres, la SOFIDE devait occuper sa parcelle. 2 ans après, monsieur ne voulait pas quitter la parcelle de la SOFIDE. C'est comme ça que la SOFIDE a saisi la juridiction compétente justement pour procéder à l'expulsion. Et il faudrait préciser, monsieur Jean-David, la procédure d'expulsion, elle est totalement différente de la procédure du déguerpissement. Parce que le déguerpissement, là, il y a superposition des titres. Alors, c'est quoi la différence déguerpissement et... Voilà, donc déguerpissement, il y a superposition des titres de propriété. Et puis là, il y a contentieux judiciaire et tout. Or, la procédure d'expulsion, vous êtes propriétaire d'une parcelle, détenteur d'un titre. Et dans le cas, c'est l'expulsion. Effectivement, l'expulsion. Donc, c'est une procédure. Comme chez vous, je sais que vous avez une parcelle. Vous constatez, il y a une personne qui occupe illégalement votre parcelle, sans contrat de bail, sans titre. Vous allez faire quoi?
le bon droit, vous allez tout simplement saisir la juridiction compétente pour solliciter l'expulsion de ce monsieur-là qui occupe illégalement votre propriété. Donc c'était un peu ça. Donc dans les cas pareils, ce n'est pas déguerpissement. Non, c'est une procédure d'expulsion. On expulse un occupant illégal, c'est-à-dire une personne qui occupe votre propriété sans titre ni qualité. Et d'ailleurs, il commet l'infraction de l'occupation illégale, qui peut donner naissance à des poursuites pénales. Alors, est-ce que dans cette affaire, il n'y a pas une main politique derrière? Je voudrais également préciser une chose, M. Jean-David. Vous savez, l'état de droit est l'un des attributs de la démocratie. Si nous voulons véritablement asseoir de manière effective l'état de droit, nous allons cesser avec des interférences. Nous allons cesser à éviter, à instruire le juge à pouvoir prendre une position quelconque. Et c'est d'ailleurs le cas de la Sofidé qui aujourd'hui reçoit de menaces de part et d'autre de certaines autorités justement pour que le monsieur soit réinstallé, alors qu'il y a une décision de justice. Les décisions de justice sont rendues au nom du peuple congolais. Elles sont exécutées au nom du président de la République au terme de l'article 149 de la Constitution. Il s'agit de la propriété de la Sofidé. Vous n'allez pas me contredire, M. Jean-David, que la propriété privée est sacrée par la Constitution au terme de l'article 34. Et donc, quelqu'un qui occupe votre parcelle de manière illégale ne mérite pas y demeurer. Il mérite tout simplement à être expulsé par la voie judiciaire. Mais selon certaines informations, c'est qu'il y avait un problème financier, que lui, il a tout résolu, cette affaire, après avoir donné satisfaction à ça. Il restait juste des miettes. Il restait juste des miettes. Il restait juste des miettes. Des intérêts, voilà, il restait juste des intérêts. Alors c'est sur base de ça qu'il y a eu cette procédure que vous qualifiez d'expulsion. Vous savez, monsieur Jean-David, en droit, lorsqu'il y a exécution partielle, lorsqu'il y a exécution défectueuse, les deux valent inexécution de l'engagement. Les deux valent inexécution de l'engagement. Lorsque vous avez décidé de prendre un engagement avec une société, vous avez décidé, pas seulement une société, même une personne particulière. Lorsque vous avez décidé de prendre un engagement avec cette personne particulière, vous êtes tenu à pouvoir respecter le terme de ces engagements-là. Parce que la société doit fonctionner de manière optimale. La société doit payer son personnel. La société là qui représente l'État, qui est d'ailleurs le symbole de la souveraineté économique de l'État congolais, doit vivre. Mais vous privez l'État congolais à pouvoir, n'est-ce pas, récupérer son argent déboursé. Vous attendrez à quoi? Au regard d'ailleurs des engagements signés entre vous, la société, et également messieurs Papa Sola. Donc le non-respect des engagements a donné naissance, n'est-ce pas, à cette procédure-là d'expulsion, qui est d'ailleurs une procédure légale prévue par les lois de la République. Est-ce que toutes les voies d'entente ont été épuisées pour arriver jusqu'à ces points-là? Oui, mais imaginez, M. Jean-David, on vous accorde la créance de la Sofidé. On vous accorde 3 ans pour apérer. Non seulement 3 ans, on dit vous avez encore 9 mois. Dans les 9 mois-là, vous avez 6 mois de délai de grâce pour apérer. Donc, de 2015, c'est-à-dire l'année à laquelle il avait bénéficié du crédit Sofidé, l'échéance devait arriver vers 2018 ou bien 2019 maximum. L'échéance arrivée en 2019, malheureusement, monsieur n'a pas apuré sa créance. La Sofidé a attendu pendant plus d'un an. Pendant plus d'un an. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023. C'est aujourd'hui que la Sofidé a finalement décidé de faire usage de l'état de droit, saisir la juridiction compétente. Est-ce qu'il n'y a pas d'acharnement peut-être sur M. Sola? Non, pas du tout. Pas du tout. Il s'agit d'une décision de justice. Si vous n'êtes pas... Mais dès lors que vous recevez des pressions de par-ci par-là, c'est que ces gens-là ont trouvé qu'il a été illégalement mis... C'est d'ailleurs l'occasion de dire à l'opinion publique, ça ne sert à rien de pouvoir empêcher l'État à recouvrer ses créances. Et surtout lorsqu'il s'agit de la Sofidé. Parce que la Sofidé, c'est une institution financière. La seule banque du développement qu'a la République démocratique du Congo,
qui est capable à pouvoir d'ailleurs faire de millionnaires congolais. Lorsque cette banque débourse une somme à hauteur de 329 000 $ et que vous ne voulez pas rembourser, c'est-à-dire vous empêchez l'État congolais à aller de l'avant. Vous empêchez l'État congolais à aller de l'avant. Une occasion d'ailleurs de dire que certaines autorités qui veulent bien donner des injonctions aux juridictions compétentes par rapport à ces dossiers. Il y a des pressions. Effectivement, il y a des pressions. Parce que aujourd'hui, si... Il y a des pressions des politiques. La décision judiciaire, elle est là. Si vous voulez faire obstruction à la décision judiciaire, c'est-à-dire, en d'autres termes, vous contrecarrez même l'autorité du président de la République. Vous remettez l'autorité du président de la République en cause. Pourquoi? Parce que les décisions de la justice sont exécutées au nom du président de la République. Et lorsque vous décidez en tant que particulier, peu importe votre qualité, vous décidez de faire obstruction à la décision de la justice. Soyez-en sûrs qu'il s'agit bien évidemment de la rébellion que vous êtes en train de commettre, qui est d'ailleurs poursuivable. Vous voyez, laissez la justice faire son travail. Le président de la République... Est-ce qu'en dehors du sieur cela... Est-ce qu'il y a d'autres expulsions qui ont été menées? Beaucoup d'expulsions. D'ailleurs, alors, mais pourquoi ça fait jaser? Oui, mais c'est comme ça que j'étais en train de dire qu'il y a certaines personnes qui partagent une obédience ethnico-tribale avec certaines autorités. C'est comme ça que la SOFIDE est en train de recevoir certaines pressions. Vous voyez, pourtant, il y a eu beaucoup d'expulsions que la SOFIDE a opérées. L'État doit se réveiller. L'État doit recouvrer ses créances. L'État doit payer le personnel. L'État doit payer les Congolais. Alors, comment est-ce que l'État payera les Congolais si vous empêchez l'État congolais à pouvoir recouvrer ses créances? Vous n'allez pas céder à toutes ces pressions? La SOFIDE ne va pas céder parce que nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, les textes sont supérieurs à tout le monde. Oui, on risque aussi de vous demander, non, faites un peu de diligence ou soyez un peu indulgent pendant quelques temps. Entendez-vous 1 ou 2, peut-être 2 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans. Et les temps qu'il puisse régler sa créance pour qu'il soit retourné. Non, ici déjà à ce stade, il faut dire que la phase de la créance est échue. Parce que c'est en 2021 que la SOFIDE est devenue propriétaire de la parcelle. En 2021. Déjà à partir de 2021. C'est comme ça que j'étais en train de parler d'une procédure d'expulsion. Propriétaire de la parcelle constate qu'il y a une personne qui occupe illégalement. Il était là, il louait la maison, il faisait louer la maison. Il faisait louer. Il y avait de chambres d'hôtel, de salles de fête, etc. Vous voyez? Et d'ailleurs, comme je parlais tantôt de l'occupation illégale, non seulement il y a une occupation illégale, mais également la SOFIDE va tout simplement réclamer le dommage à intérêt. Et le monsieur, comment il s'est retrouvé là-bas? Il voulait aussi acheter cet espace? Non, l'espace a été donné comme garantie de l'obligation. C'est-à-dire, pour ceux qui nous suivent? Pour couvrir l'engagement, il dit, si je n'arrive pas à payer ma créance de la SOFIDE dans les délais impartis... Lui, il a pris quoi au niveau de la SOFIDE? La somme d'argent que je parlais tout à l'heure, 329 000 $. 329 000 $. 329 000 $. Et lui, il n'a pas payé? Non, il n'a pas payé. Je parlais d'une exécution partielle qui vaut une exécution de l'obligation. Mais quand même, au regard de la dation au paiement qu'il avait signée avec la SOFIDE, il a dit librement, si je n'arrive pas à payer la créance dans les délais impartis, et donc la SOFIDE va se faire payer par ma propriété. En 2021, la SOFIDE active la dation au paiement, opère l'imitation des certificats d'enregistrement. Les conservateurs de titres immobiliers établis en faveur de la SOFIDE les certificats d'enregistrement. Et au travers de ces certificats d'enregistrement-là, la SOFIDE a fait de démarches judiciaires justement pour obtenir l'expulsion. Alors, le dossier est à quelle juridiction? Cour d'appel? Le tribunal de commerce. Il peut aussi interjeter appel? Effectivement, c'est la voie de recours. Nous sommes dans un état de droit. Et lorsqu'il interjette appel et qu'il parvient à gagner un appel, ce qui est pratiquement impossible, parce qu'en droit, vous savez, vous allez comprendre une chose, M. Jean-David, ce qui n'est pas prouvé n'est pas en droit. La preuve est ce qui persuade l'esprit d'une vérité. Et on ne peut que matérialiser la preuve par de pièces. Par de pièces. La SOFIDE est détentrice d'un certificat d'enregistrement qui atteste qu'elle est propriétaire de cet immeuble-là. Et par conséquent, elle a sollicité tout simplement l'expulsion. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, M. Guila Tampouo. Oui. Voilà, M. Guila Tampouo, vous êtes juriste. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous nous aviez suivis.
Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h à Kolwezi, 19h à Kinshasa dans quelques minutes. Restez branchés sur Télé 50 en même temps. Suivez-nous sur www.tele50.cd et aussi sur 96.2 MHz à la radio. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.